il est temps qu'un gouvernement se tienne debout, qu'on change enfin de mode de rémunération. S'il y a des avancées significatives avec la FMOQ ou avec la FMSQ, on est prêt à bouger. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'avancée. Moi, je vous dirais, le premier ministre peut jouer au casino avec l'argent des Québécois, mais à l'heure actuelle, il joue au casino avec la santé des Québécois, et ça, c'est inquiétant. Deux positions qui sont encore très, très éloignées à cette heure-ci. Le premier ministre du Québec, François Legault, qui a convoqué une séance extraordinaire de l'Assemblée nationale demain matin pour imposer une loi spéciale aux médecins. Elle vise à mettre fin aux moyens de pression des deux fédérations médicales dans un premier temps. Elles ont suspendu leurs activités d'enseignement et à réformer le mode de rémunération des médecins. Un nouveau chapitre dans ce bras de fer qui dure depuis des mois maintenant. Comme à tous les jeudis, ils sont avec nous pour analyser l'actualité politique. Carl, Amanda, Émilie, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Loi spéciale, Émilie, d'abord, est-ce que c'est la bonne façon, la seule façon de régler ce conflit-là au moment où on se parle? Je pense que la situation devenait un peu désespérée. Là. Ça fait des mois et des mois que le gouvernement et les médecins se renvoient la balle sur la place publique. Le gouvernement, cette semaine, avait ouvert une porte à donner davantage de ressources, notamment pour engager des infirmières, des secrétaires dans les GMF, dans les cliniques médicales pour aider les médecins. Avait aussi ouvert la voie à l'ouverture de nouvelles salles d'opération. Donc, bref, il y avait du jeu du côté du gouvernement, mais là, c'était une fin de non-recevoir. Du côté des médecins, encore une fois, j'ai l'impression que le gouvernement était allé un peu au bout de ce qu'il pouvait faire dans ce dossier-là. Les médecins ont souvent été historiquement les empêcheurs pas les empêcheurs de tourner en rond, plutôt l'inverse, mais c'est-à-dire que souvent sont pour le statu quo dans beaucoup de situations. Souvenez-vous, le gouvernement Couillard avait essayé de faire une réforme de la rémunération. Finalement, ça s'était soldé avec une entente où il y avait eu plus d'argent pour les médecins. Donc, c'est arrivé souvent, ça, dans l'histoire du Québec. Alors, je pense que là, le gouvernement dit, assez, c'est assez. Nous allons lier une partie de la rémunération à la performance pour les médecins. Là, je vous voyais le visage, Carl, vous n'êtes pas d'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres avenues? Est-ce que c'est la fin de l'histoire, dans le fond, ou c'est le début d'une autre confrontation? Ah ben non, la confrontation va continuer et il y aura des conséquences parce que lorsqu'on impose une loi spéciale, c'est bien beau, mais tu ne peux pas toujours forcer les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas. Alors, est-ce qu'il y aura des départs à la retraite? Est-ce qu'il y aura des départs à l'extérieur du Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, aux États-Unis? C'est ça là, qui va arriver parce qu'il y a des gens qui en ont ras-le-bol et qui ne veulent pas travailler plus pour moins d'argent parce que c'est ça que le gouvernement veut imposer avec la loi 106. C'est une forme de rémunération qui est basée sur la performance, des critères qui sont un peu flous. Ça veut dire quoi exactement? Est-ce qu'on guérit assez de patients assez rapidement? Comment on calcule tout ça? Et François Legault n'arrête pas de dire, oui, mais on fait ça dans d'autres provinces. Sauf que dans d'autres provinces, c'est des bonnies, c'est des primes, pas des punitions. On n'enlève pas du salaire de base du médecin. Alors, c'est là qu'est la différence et c'est pour ça que les médecins sont si fâchés parce que moi, je ne connais pas aucun groupe de travailleurs, là, peu importe dans quel domaine, qui reçoivent une rémunération de base et qui se voient pénalisés parce qu'ils ne rencontrent pas des objectifs. On perd ses bonnies, mais c'est rare qu'on perde son salaire de base. OK, oui, j'ai hâte de voir comment ça va s'articuler tout ça demain. Amanda, comment voyez-vous ce long conflit entre Québec et les médecins? Oui, moi, je regarde la stratégie politique. Je pense que pour François Legault, le temps file et pour la CAQ, et les occasions vont être de plus en plus rares pour vraiment faire preuve de leadership et de démontrer, prouver aux électeurs qu'il a encore en dedans de lui l'énergie, le leadership, le courage de vraiment gouverner pour un autre mandat. Les gens se disent, après 7 ans, on est fatigué. Donc, c'est vraiment important de prouver ça. Et il doit saisir l'occasion et je pense qu'il doit faire des gestes audacieux comme ça. Et je pense que c'est pour ça qu'il a sauté dessus et qu'il a dit, ça, c'est vraiment quelque chose qui démontre un courage quand même et vraiment qu'il est prêt à continuer. Oui, mais est-ce qu'on a sauté dessus si on a créé une crise justement pour des fins politiques, justement parce qu'on a besoin de quelque chose? Oui, mais là, ça fait des mois et des mois là, que ça se renvoie à balle. Les médecins ne sont pas un exemple d'ouverture non plus. En tout cas, bref, on s'entend qu'on n'est pas d'accord. Oui, c'est ça. mais un petit mot, Émilie, vous connaissez M. Legault. Est-ce qu'il voit ça justement comme un peu ce qu'Amanda disait, c'est peut-être ma dernière chance de frapper un grand coup, de faire une espèce de leg avant peut-être, on verra, de quitter, voilà. Mais... Moi, c'est ce que je pense. Je pense que vous mettez le doigt sur quelque chose, Mathieu. Moi, quand je l'ai vu faire ça cette semaine, je me suis dit, ça y est, il y a des fortes chances qu'il prenne une marche dans la neige en décembre, en janvier et qu'il annonce qu'il ne reviendra pas pour un prochain mandat. Là, je vois aller les choses, là, la Constitution, cette espèce d'ultimatum, loi spéciale aux médecins. Moi, j'ai l'impression qu'il est en train de placer son legs. C'est très possible.
OK. On verra bien. Là, budget fédéral, on est à moins de 2 semaines de la présentation du tout premier budget de Mark Carney, le premier ministre d'ailleurs, qui est dans une espèce d'opération de pré-vente, je dirais, parce qu'on ne connaît pas encore le budget, mais s'adresse au grand public, parle aussi aux partis d'opposition pour essayer d'avoir leur appui. On va écouter Mark Carney. Nous devrons prendre des décisions difficiles. Nous devrons transformer la façon dont l'État fonctionne. Dépenser moins pour que les Canadiens investissent davantage, bâtissent notre pays et créent de meilleures carrières. Décision difficile, nous dit M. Carney. Est-ce qu'il y a des négociations difficiles aussi à mandat qui s'en viennent pour essayer de trouver un parti qui va peut-être pouvoir appuyer ce budget parce que les libéraux sont minoritaires? Oui, mais en même temps, le Parti libéral a le grand bout du bâton et j'ai bien aimé ce que Steve McKinnon a dit, leader du gouvernement en Chambre. Il a dit, on ne veut pas une élection, mais on est prêt. Si vous voulez y aller, go. Un peu comme une game de chicken, là, parce qu'on pourrait aller récolter les 3 sièges qui manquent pour avoir une majorité. Il y a quand même des sièges que les conservateurs ont gagnés avec 12 votes, avec 233 votes. C'est très, très serré. Donc, est-ce qu'on veut prendre ce risque-là? Et pour le NPD, ils sont en pleine course à la chefferie. Ça n'arrivera pas jusqu'en mars 2026 qu'ils vont avoir un chef permanent. Ça coûte cher, une élection, entre 20, 30, 40 millions de dollars. On vient tout juste de passer à travers. Les bénévoles sont fatigués. Donc, il y a toutes sortes de facteurs qui font que le NPD voudrait appuyer les libéraux. Oui, ce sera peut-être le NPD, Carl, qui va finir par appuyer le budget. D'ailleurs, le NPD n'a pas déposé de demande. On n'a fait aucune demande. On a dit on va évaluer le budget lorsqu'il sera déposé. Alors, ça en dit long sur l'état du parti parce qu'on n'est pas dans la même situation là, qu'on était sous Justin Trudeau, où on avait une longue liste de demandes, où on a fait des ententes, où on a soutiré des concessions. On n'est pas dans le même genre de dynamique. Donc, est-ce que ça pourrait être le NPD? Peut-être, mais je ne suis pas sûr que les partis conservateurs, avec le leadership sous pression de Pierre Poilievre, sont également en état de partir en élection. Et il reste le Bloc québécois qui pourrait peut-être être celui qui monte le ton, mais le Parti libéral a des options, effectivement. Oui, c'est ça. Ce serait difficile en même temps pour les conservateurs peut-être d'appuyer le budget. Ils ont dit, nous, si le déficit est en haut de 42 milliards, je crois, on ne l'appuiera pas et on sait que ça va être pas mal plus élevé que ça. Émilie, comment voyez-vous cette... J'ai pas envie de dire chicken, mais cette partie d'échec dans les prochaines semaines? Je pense que Mark Carney peut dormir tranquille. Dans le fond, il n'y a pas un parti qui veut vraiment retourner en élection, je pense. Parce que ce parti-là ou ces partis-là porteraient l'odieux. Après, il faut que tu te présentes en campagne électorale devant les Canadiens pour dire « Hey, bonjour, c'est moi qui ai déclenché une élection, la deuxième en 6 mois. Donc, bonne chance devant les électeurs. » Je pense que tout le monde sait ça. J'ai l'impression que le NPD est en position de faiblesse actuellement. Course au leadership, pas beaucoup de sous. J'ai comme l'impression qu'ils vont se rallier au gouvernement. D'ailleurs, Mark Carney va parler de climat, hein, c'est ce qu'il a dit, là. Donc, il y avait 4 axes dans son budget qu'il déposera. Climat, immigration, diversifier les partenaires commerciaux et, bien sûr, réduction des dépenses. Donc là, ça peut plaire aux conservateurs. Alors, c'est beau pour les conservateurs de dire si le déficit atteint tel montant, on n'appuiera pas, mais en même temps, s'il y a tout un pan de réduction des dépenses et d'efficacité de l'État, bien, les conservateurs sont aussi un peu piégés dans un certain sens. Alors, j'ai l'impression que tout ça va finir par se jouer à la faveur des libéraux. Le budget, selon moi, devrait passer. Oui, OK. Réponse 4 novembre, ou en tout cas dans les jours suivants, le dépôt du budget. On parlait des conservateurs. On s'arrête un instant. Au retour, on va parler du leadership du chef Pierre Poilievre. If the RCMP had been doing its job and not covering up for him, then he would have been criminally charged. Mais est-ce que vous croyez qu'il mérite d'être emprisonné? C'est pas ça que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'était par rapport aux dernières 10 ans, il y a eu des cas de corruption. On m'a posé la question, qu'est-ce que je ferais dans un tel cas? Et moi, j'ai dit, évidemment, il n'y aura aucune tolérance pour la corruption. Les gens seront congédiés et leur dossier envoyé aux policiers pour qu'ils soient imputables. Leadership de Pierre Poilievre qui a été remis en question cette semaine à la suite d'une entrevue. Vous avez entendu le premier extrait dans lequel il a tenu des propos controversés. Il a laissé entendre qu'il y avait eu plusieurs scandales sous l'ancien premier ministre Justin Trudeau qui auraient mérité des peines d'emprisonnement. Il s'est expliqué par la suite. C'est le deuxième extrait que vous avez entendu. Carl, est-ce qu'il a réussi, M. Poilievre, à éteindre l'affaire, selon vous? Non. Non. Il n'a pas réussi à éteindre l'affaire et c'était trop peu, trop tard dans son cas. Le problème pour le Parti conservateur, cependant, va plus loin que cette simple déclaration de Pierre Poilievre. C'est une véritable guerre civile pour l'âme du parti
qui est en place, cette guerre civile-là, depuis le départ de Stephen Harper. Hein? Et c'est pour ça qu'on a eu des chefs qui ont perdu les élections et qui se sont fait mettre à la porte rapidement, parce que les modérés d'un côté, les progressistes conservateurs traditionnels, et les réformistes alliancistes, voire maintenant trumpistes de l'autre côté, bien, ça se bat et on s'attache à la bourde de l'un et de l'autre pour les attaquer, pour les faire tomber. Et Pierre Poilievre est en train d'y passer cette fois-ci. Donc, est-ce qu'il y a un risque pour son leadership? Parce qu'il y aura vote de confiance dans quelques mois. On sent qu'il y a de la grogne à l'interne, des députés qui ont trouvé ça un peu déplacé. Émilie? Je pense que pour Pierre Poilievre, c'est un peu le début de la fin, pour être bien franche, en ce sens que la fin ne sera peut-être pas tout de suite, mais là, il vient de semer une graine, là, c'est la graine de la pagaille, là, solidement, parce qu'à l'interne, dans le parti, moi, je parlais à quelques personnes, là, puis ça passe pas, là, ces propos, ça fonctionne pas, là. Dans l'aile progressiste conservatrice, ça fonctionne pas du tout dans l'est du pays. Donc, ce sera à voir, mais Pierre Poilievre aura fort à faire à partir de maintenant pour garder les troupes ensemble, parce que dans le caucus, hein, souvenez-vous que le caucus a encore le pouvoir de pouvoir mettre dehors leur chef. Ça, ils l'ont, ce pouvoir, au-delà de ce qui arrivera au vote de confiance par les membres cet hiver, au-delà de ça, là. Donc là, j'ai l'impression qu'il vient de miner la confiance. Il a été vraiment trop loin. Il s'est senti trop à l'aise dans ce fameux podcast. Il est allé trop loin et il a franchi une ligne. Moi, j'ai l'impression que c'est un non-retour. C'est une question de temps, mais je serais très étonnée qu'il soit encore là à la prochaine élection, si la prochaine élection a lieu dans 1 an ou dans 2 ans. Oh là là, quand même. Amanda? Oui, alors on parle du caucus et je pense que les membres du caucus regardent aussi l'électorat, leur électorat. Et le Parti conservateur voulait toujours se positionner comme le parti de la loi et l'ordre et vraiment avait l'appui il était toujours appuyé par des gens qui croyaient vraiment dans nos institutions et qui appuyaient les forces armées canadiennes à 100 %, la GRC, les forces policières locales. Lorsqu'il y avait les mouvements comme Defund the Police et tout ça, c'était les premiers, les conservateurs, à dénoncer et dire non, il faut les financer encore plus. Et je pense que plusieurs conservateurs regardent ça et disent, mais ça, c'est pas mon parti. Des partis qui minent la confiance dans nos institutions, ça commence à ressembler à Trump et ça commence à faire peur. Donc, ces députés-là regardent cet électorat-là et se disent, moi, là, je peux pas continuer si c'est pour aller dans cette direction-là. OK. Dernier sujet ce soir, un petit mot rapide sur ce qui se passe en Ontario, un bras de fer, un autre bras de fer, on parlait de celui au Québec, entre le gouvernement et les médecins. Là, bras de fer entre le gouvernement et les villes concernant les radars photo. C'est que le premier ministre Doug Ford a déposé un projet de loi lundi pour les bannir complètement. Selon lui, c'est une taxe déguisée pour punir les automobilistes. Sauf qu'il y a plusieurs villes qui veulent les garder, les radars photo, parce que c'est payant et ça améliore la sécurité. Qui va avoir raison dans tout ça, Amanda? Oui, alors je veux rappeler que c'est en 2019 que c'est le gouvernement Ford qui a approuvé l'utilisation de ces caméras-là pour les municipalités. Donc, ça change vite, mais maintenant que le public est contre, mais pas tout le public, parce qu'il y a quand même des conseils municipaux qui ont adopté des motions. Le conseil de la Ville d'Ottawa, cette semaine, a adopté la motion pour les garder dans les zones scolaires. Et je pensais réellement que M. Ford et son gouvernement allaient accepter de garder dans les zones scolaires, parce que c'est un compromis quand même raisonnable. Qui veut faire de la vitesse dans une zone scolaire? Qui? Je ne peux pas comprendre ça, mais je pense qu'il voulait vraiment être ferme et garder sa position que c'était un tax grab et qu'il n'y avait pas de place pour ça. Mais c'est intéressant de voir ça. Oui, c'est ça. Donc, il n'a pas reculé pour le moment. En tout cas, Carl. Mais ça revient à ce que disait Amanda tout à l'heure, c'est que le Parti conservateur était avant le Parti de la loi et l'ordre. Mais là, pour des raisons politiques, idéologiques, on se débarrasse de cet aspect. La loi et l'ordre n'est plus si important et malheureusement, c'est la sécurité des citoyens qui sera en jeu. Parce que lorsqu'on est rendu à même dire non à un compromis pour les zones scolaires, ça va très loin. Et on dit non seulement au conseil municipal d'Ottawa, mais à des conseils municipaux comme à Brampton, par exemple, où c'est l'ancien chef du Parti conservateur, Patrick Brown, qui demande à ce qu'on garde les zones communautaires et scolaires. Pourquoi? Bien, parce qu'évidemment, on ralentit les véhicules, mais aussi on investit beaucoup d'argent, au-dessus de 100 millions de dollars à Brampton, avec un nouveau centre de coordination et toutes les caméras qu'on a installées. Alors, on gaspille cet argent-là. Pourquoi? Pour gagner quelques votes parmi ceux et celles qui ne respectent pas la signalisation routière. Oui,
Le mot de la fin sur les radars photo, Émilie? Je pense que Doug Ford a ouvert un front de guerre avec les municipalités parce que, vous savez, pour un gouvernement provincial, c'est toujours un équilibre de dire on laisse une certaine autonomie aux municipalités. Et dans ce cas-ci, les municipalités, il est clair, leur camp, ils veulent conserver ces radars, 1, pour la sécurité, 2, pour les revenus, bien sûr, qui s'y rattachent. Et c'est très logique, l'argumentaire des municipalités. Donc là, il vient d'ouvrir un front de guerre avec les municipalités et je pense qu'il va en sortir meurtri à terme. Et les municipalités, elles ont un pouvoir. Les maires, ils ont une influence sur leur population. C'est jamais bon quand on voit les deux se diviser et se faire la guerre. Non, en effet. On va se laisser là-dessus pour ce soir, les amis. Merci beaucoup, Carl, Amanda, Émilie. Merci d'avoir été là. Merci. Au revoir.